autant d'intérêt, l'amphithéâtre est plein à craquer, mais en réalité, ce n'est pas étonnant, puisque l'invité de la tribune ce soir, c'est Christian Saint, le directeur de la police judiciaire parisienne. Donc, lorsque l'on traite des affaires comme le Bataclan ou la récente mise en garde à vue de Norman Tavou, Kim Kardashian, forcément ça suscite l'intérêt, ça suscite des questions. Et pour rester dans l'esprit tribune, dans l'esprit interactif, dans l'esprit vraiment de la question, Karl Popper disait que c'est par le débat et les questions que l'on s'élève, mais on a décidé ce soir d'opter pour une conférence très interactive. Bonsoir. Bon, écoutez, déjà, vous remercier pour l'invitation, ça me touche. Pourquoi ça me touche? Parce que déjà, ça me permet de vous rencontrer, puis de revoir finalement une génération que je connais un petit peu quand même familialement, mais qui n'est pas dans mon univers professionnel habituel, et ça fait du bien. Deuxièmement, parce que ça me donne l'occasion aussi de vous parler de mon métier. Et je crois que c'est surtout ça finalement qui vous intéresse. Un métier que j'aime et que j'ai choisi, donc, et que je fais depuis longtemps, je vais vous en parler un petit peu. Et puis évidemment de pouvoir répondre à vos questions qui, je pense, vous tiennent à cœur et qui vous permettront peut-être de mieux connaître mon institution, parce qu'au final c'est ça qui est important. Et donc ça me fait plaisir de vous rencontrer. Voilà, donc oui, rapidement, c'est toujours un peu difficile de parler de soi parce que j'ai pas l'habitude de le faire de cette manière-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, je suis désolé, j'ai un truc dans la gorge. Je suis rentré dans la police nationale un peu par hasard, puisqu'en fait j'ai fait des études de droit. Le droit mène à tout. Surtout vers des professions qui sont quand même à forte connotation juridique. Et donc j'ai passé ce concours, c'est pas d'hier, donc je vous interdis quand même de sourire, hein, mais c'était donc en 1983, vous voyez. Donc j'ai fait à l'époque ce qu'on appelait une maîtrise de droit, et puis j'ai préparé des tas de concours administratifs, je ne savais pas trop exactement où j'allais atterrir. J'étais pas dans cette fac ici, j'étais de l'autre côté au Panthéon à l'époque. Et puis précédemment, j'avais démarré dans une faculté de province à Amiens, qui était plutôt d'ailleurs spécialisée sur le droit public, et moi j'étais plutôt privatiste. Et donc assez naturellement, je suis venu finir mon cycle d'études. Alors j'ai passé des concours en 1983, enfin c'est un peu échelonné, parce qu'entre les épreuves écrites évidemment, et puis les épreuves orales, ça dure à peu près sur 6 mois. Il n'y avait pas grand monde qui me prédestinait à venir au sein de la police, puisque finalement, dans ma famille, il n'y a pas des juristes, mais notamment mon père, mais qui était magistrat, et pas de policiers. Donc c'est une institution, une maison que je ne connaissais absolument pas. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et à partir de début, en cours d'année 1983, j'avais passé la maîtrise 1 an et demi plus tôt, puis j'ai fait 1 an de cycle préparatoire à l'IEJ à l'époque, hein, pour essayer de m'aguerrir justement à ces problématiques d'épreuves de concours qui sont quand même toujours un peu un sujet un obstacle qu'on doit franchir. Et donc évidemment, assez naturellement, je pense que mon père avait de gros espoirs pour que j'aille plutôt vers la magistrature. Comble de désespoir, non je plaisante, j'arrive dans la police. Bon. Mais j'étais même pas très très loin, et donc en 83 je passe mon concours, et je pars au service militaire, ça existait aussi à l'époque, pendant 1 an, une région assez froide d'ailleurs, où il est plutôt moins 20, moins 25 l'hiver, donc vous voyez là on rigole quand même un petit peu. Et puis donc j'intègre l'école de police, l'école supérieure de police qui est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu, donc en 84 jusqu'en 86. Et en 86, donc je démarre ma carrière en 1er août 86, vous voyez, donc j'ai sorti ma fiche bio pour essayer de ne pas me louper dans les dates, parce qu'à force. Donc on a une formation qui est assez polyvalente. Depuis, d'ailleurs, le système s'est encore renforcé, puisqu'en fait,
quand on sort de l'école de police, l'école des commissaires, puisque c'est l'école c'est le concours que j'avais passé, le concours que j'avais réussi, on fait 2 ans de sécurité publique avant de venir dans une direction spécialisée. Aujourd'hui, c'est la règle. C'est pas très très grave. Moi, je récupère des collègues, des jeunes collègues qui ont fait leurs 2 ans de sécurité publique et qui ont envie de venir faire la PJ au bout de leur contrat. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc en 86, assez rapidement pour vous situer le sujet, j'opte en tout cas pour la police judiciaire. J'ai toujours rêvé de faire des enquêtes. J'étais passionné par l'imaginaire, même d'ailleurs des enquêtes criminelles. Ça ne m'a pas lâché depuis, je vous expliquerai ça. Et donc je prends un premier poste à Lille, au sein d'une direction qui est la direction centrale de la police judiciaire, qui est répartie territorialement. Il y a beaucoup de sujets d'actualité sur la réforme de la PJ, si ça vous intéresse, on pourra en parler un petit peu. Et donc là, je prends la section criminelle, j'ai des responsabilités d'une équipe à peu près de 55-60 personnes. À l'époque, c'était des inspecteurs et puis des enquêteurs de police, de tout grade, avec des groupes, puisque l'unité de travail au sein de la PJ, c'est le groupe d'enquête, qui est composé de 6 à 8 personnes, voire une dizaine dans certains cas, des enquêteurs. J'avais dans mon escarcelle la responsabilité de la lutte contre les stupéfiants, les trafics de stupéfiants. À la frontière nord, je ne vous fais pas l'article, c'est quand même quelque chose qui était assez sérieux. Les homicides, évidemment, et puis les trafics, et tous les trafics d'œuvres d'art, de véhicules volés, des choses comme ça, maquillés. C'était un poste super intéressant, qui vraiment m'a apporté beaucoup en termes de connaissances, avec des enquêtes qui m'ont marqué, mais ça je pourrais revenir là-dessus, notamment des enquêtes criminelles qui ont jalonné mon parcours. Tout ça pour arriver en 1994. Alors je sors d'une affaire un peu médiatique qui ne vous parlera peut-être pas, mais toutes ces affaires-là, vous pourrez les retrouver dans la presse. C'était donc en 1994, en février, c'était le 21 février 1994, je prends mes fonctions à la tête de la brigade criminelle de Marseille. Et en fait, juste précédemment, donc en 93, à l'été 93, j'avais eu à diriger une enquête à Lille qui concernait justement, ça ne s'invente pas, l'affaire VAOM à l'époque, une fraude sur un match truqué qui mettait en scène quand même des poids lourds politiques. D'un côté Bernard Tapie et de l'autre côté Monsieur Borloo, qui était le maire de Valenciennes. Si vous regardez par curiosité, si ça vous intéresse de regarder, puisque vous l'avez peut-être quelques-uns connaissent, mais enfin, le sujet, vous verrez que ça a été hyper médiatisé. Dans cette affaire-là, ça a été quand même, on avait des journalistes qui nous traquaient en permanence. Ça m'a conduit à faire des perquisitions au sein de l'OM. Alors évidemment, quand moi j'arrivais de Lille avec mon équipe pour aller ouvrir le coffre-fort du stade Vélodrome, je ne vous cache pas que c'était un petit peu chaud, on a été bien reçus là-bas. Et puis donc, c'est un match où finalement c'était assez intéressant, puisque alors que tout le monde prétendait que le match n'était pas truqué, on a retrouvé l'argent qui était enterré dans le jardin d'un des joueurs, qui était précisément celui qui avait été acheté pour faire perdre, entre guillemets, son équipe. Et donc ça avait évidemment après animé toute la machinerie. Donc j'arrive à Marseille en ayant eu cette affaire-là précédemment, où ceux qui m'avaient quand même moyennement bien assisté localement me voient débouler comme chef de service. Et donc en février 1994, je prends le lundi matin à Marseille, et l'organisation de la PJ est régionale en fait en réalité à cette époque-là, donc on couvre plusieurs départements. Et le vendredi soir, je m'en souviens très bien, puisque mes parents habitaient Aix-en-Provence, et donc dans un premier temps, ils m'avaient hébergé en attendant que je trouve un logement. Le vendredi vers 11h, 23h, ou vers minuit peut-être, je reçois un coup de téléphone du sous-directeur de l'époque qui m'appelle. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit écoute, demain matin, c'est-à-dire tout à l'heure en fait, puisque il fallait y être à 4h du matin, tu montes à Toulon, on est saisi d'une enquête et c'était l'assassinat de Madame Yann Pia. Vous regarderez ça aussi si vous connaissez. Assassinat Yann Pia, c'est une députée, anciennement députée d'ailleurs du Front National, on l'appelait comme ça, qui a été abattue sur un règlement de compte, alors même qu'elle était avec son chauffeur. Elle remontait à sa résidence du Mont des Oiseaux, au-dessus de Hyères, elle habitait sur Hyères. La PJ de Toulon, l'antenne police judiciaire de Toulon, était saisie dans un premier temps sur les premières constatations. Et le but de la manœuvre, c'était de confier le dossier à la brigade criminelle de Marseille, où là j'avais quand même des moyens nettement plus importants. Donc c'est pour vous situer ça un peu le sujet, c'est-à-dire qu'en fait j'ai démarré ce poste alors même que je ne connaissais pas encore mes équipes, puisque j'ai campé pendant quasiment 2 mois non-stop à Toulon, où là on avait à peu près
600 à 700 enquêteurs qui travaillaient tous les jours et qui venaient des quatre coins de la France. Donc c'était quand même un peu sportif. Donc j'arrive à la tête de cette brigade, en gros une cinquantaine, 55 enquêteurs, uniquement dédiés aux enquêtes criminelles, c'est-à-dire les énigmes, les affaires à énigmes, et puis les règlements de compte qui évidemment sur Marseille, vous le savez bien, émaillent assez régulièrement les nuits locales. Donc je suis resté quand même longtemps en poste à Lille, je ne m'y suis vraiment plu. Et à Marseille, j'y reste de 1994 au 2 novembre 1999. J'ai énormément travaillé sur des enquêtes de règlement de compte, donc des enquêtes d'homicide, mais je pense que ça vous intéressera, peut-être qu'on en reparle tout à l'heure. Et puis évidemment aussi du terrorisme corse qui s'exportait sur le continent, avec des attentats, notamment sur le secteur d'Aix et puis de Marseille, des trésoreries principalement qui étaient visées, plus un certain nombre d'intérêts continentaux. Et donc ça m'a familiarisé déjà ça avec le terrorisme, la lutte antiterroriste. Et ça me conduit assez naturellement au 2 novembre 1999. Donc vous voyez, je suis resté quand même plus de 5 ans et demi à la tête de la crime. Et donc j'arrive à Ajaccio, cette fois comme directeur régional adjoint, où là je reste pile 3 ans. Dans un contexte assez particulier qui est celui des recherches d'Ivan Colonna. Et le commando Erignac avait été identifié, interpellé, et Colonna était en cavale. Donc ça c'est déjà un premier point. Et puis c'est une période où on a énormément eu d'activités contre le terrorisme, antiterroriste, mais également du banditisme qui était assez prenant à cette époque-là. Je repars à Marseille le 4 novembre 2002, à ma demande. J'aurais dû dire qu'à Ajaccio, je ne l'avais pas demandé, mais on m'a fortement suggéré d'y aller. Et je m'y suis énormément plu d'ailleurs aussi. Et puis donc là, le poste change un petit peu. Je suis directeur adjoint de la police judiciaire de Marseille, dont je retrouve une direction que j'ai connue, qui à l'époque couvre la Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA. Mais on fusionne en fait et on passe sur une zone à ce moment-là qui intègre également Montpellier. Donc finalement je me retrouve avec une aire de compétences qui fait tout l'arc méditerranéen et qui va de la frontière espagnole à la frontière italienne. Où là évidemment je suis sur des fonctions de directeur adjoint. Je pourrais vous en parler parce que je quitte un peu les enquêtes, je les suis. Mais je suis aussi beaucoup dans les problématiques de gestion de personnel, de gestion du management, de gestion de l'administration, de gestion budgétaire également, de gestion des moyens. C'est aussi le lot de la fonction publique et de la haute fonction publique, c'est qu'on est sur un métier technique et puis on évolue petit à petit vers des fonctions dans la direction qui est la nôtre, sur des fonctions qui sont plutôt des fonctions de management. J'arrive donc en 2002, le 4 novembre 2002 à Marseille, comme directeur adjoint, et au mois de juillet 2006, ma direction centrale me sollicite pour repartir en urgence à Ajaccio. Ça pétait dans tous les coins, c'était reparti pour des nuits bleues, et effectivement, ça a été assez dense à cette époque-là. Il n'y avait pas une nuit où je n'étais pas réveillé et relevé, avec tantôt des assassinats, tantôt surtout beaucoup des attentats, des plastiquages, des mitraillages, sur Ajaccio principalement, mais pas que, des tirs au lance-roquettes, jet de grenades dans la cour de la préfecture, mitraillage du palais de justice. Donc c'est quand même des périodes assez chargées, ce qui nous a conduit d'ailleurs à identifier des commandos, et notamment des cellules du FLNC, Union des combattants, qui était plutôt basée sur la rive gauche, la rive sud du golfe d'Ajaccio, et puis également sur le nord, toute une équipe qui était plutôt active sur la Haute-Corse, notamment le secteur de Corté, Bastia, et aussi sur le continent d'ailleurs, du FLNC du 22 octobre, qui est une branche dissidente, mais enfin bon, je ne suis pas là pour donner un cours sur le terrorisme corse, mais ça pourrait prendre 2 heures, mais on pourrait le faire. Toujours est-il qu'effectivement j'ai beaucoup travaillé sur la lutte antiterroriste et puis également sur le banditisme à ce moment-là, avec une équipe qui commençait à être extrêmement active, dont vous avez lu sans doute
comment dirais-je, leur activité criminelle, qui est l'équipe du Petit Bar, qui est une équipe de malfrats qui est véritablement, elle, versée dans le banditisme et qui est issue d'un bar, d'où le Petit Bar, sur le cours Napoléon d'Ajaccio, et qui est extrêmement active encore aujourd'hui dans le banditisme insulaire, mais pas que. Donc en 2006, j'arrive au 17 juillet 2006, et en novembre 2008, c'est-à-dire un tout petit peu plus tard, un peu plus de 2 ans après, je repars à Paris cette fois comme sous-directeur chargé de la lutte antiterroriste. Alors la SDAT, qui est basée dans les locaux à l'époque de la DCRI, qui est devenue la DGSI à Levallois-Perret, mais c'est une unité de la Direction centrale de la police judiciaire spécialisée sur les constatations et l'enquête criminelle en matière antiterroriste. Et là, autant sur la Corse, on avait quand même mis un coup d'arrêt, notamment aux cellules les plus actives dont je parlais tout à l'heure, qui avaient commis des attentats. On a quand même renvoyé sur les affaires d'Ajaccio, sur la cellule d'Ajaccio, 24 à 25 individus dans le box aux assises, avec un juge à l'époque qui était très pointu sur le sujet, qui s'appelait Gilbert Thiel. Et donc, quand j'arrive à la SDAT, on n'est plus trop sur les Corses, mais on est encore beaucoup sur les Basques. Et donc là, je m'intéresse de très près à ETA et à leur manière de faire, ce qui est tout à fait autre chose. On travaille beaucoup avec les Espagnols, donc la coopération internationale qui est renforcée. À la fois la police judiciaire avec un partenaire qui est le commissariat général à l'information, le CGI espagnol, et puis la DCRI qui est la direction du renseignement, qui travaille avec la garde civile espagnole cette fois, mais on travaille aussi ensemble entre la DCRI et la DCPJ, comme aujourd'hui on travaille avec la DGSI, on pourra vous le dire aussi, on a beaucoup évolué depuis les attentats de 2015 sur ces sujets-là. Et donc je travaille sur ETA, c'est la période où on a des chefs de guerre qui régulièrement se font interpeller, vous vous souvenez peut-être de cette période-là, où au fur et à mesure qu'il y a un numéro 1 qui prend le relais, quelques temps plus tard il tombe, c'est vraiment la fin d'ETA, ça les conduit à déposer les armes et en quelque sorte à demander un cessez-le-feu, en tout cas à le déclarer unilatéralement. Et on s'intéresse à ce moment-là déjà au problème de l'islam et de l'islam radical et des premières affaires qui nous concernaient, notamment dans le sud de la France, du côté de Montpellier. Donc en 2008, je prends ces fonctions de sous-directeur chargé de l'antiterrorisme. Et en mai 2010, donc je n'ai pas eu beaucoup le temps de m'épanouir parce que mon directeur central me demande de prendre en compte, donc au sein de la direction centrale de la PJ qui est basée rue des Saussaies à l'époque, de prendre en compte la sous-direction support de toute la direction, notamment les ressources matérielles, budgétaires, les mutations des personnels, de l'ensemble de la direction centrale, ce qui représente à peu près, à l'époque, c'est une petite direction, la PJ on n'est jamais très nombreux, mais enfin qui fait à peu près 4500 personnes, quoi. Bon, 5000. Donc je prends ces fonctions-là qui ne sont pas forcément tout de suite ma tasse de thé, mais je m'implique dans le sujet, puis j'apprendrai beaucoup finalement sur beaucoup de plans, notamment dans la négociation avec les personnels, dans la négociation syndicale aussi, les syndicats sont extrêmement puissants au sein de la police nationale, en tout cas ils sont très présents. Et donc j'apprends énormément jusqu'en octobre 2012, où là, à l'époque, donc c'est Martine Monteil, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la directrice centrale de la police judiciaire, une ancienne de la PPPJ, qui était également chef de crime, et puis directrice de la police judiciaire, elle m'avait précédé. Donc est devenue directrice centrale de la PJ et qui me dit écoute ça va pas, il faut que tu repartes à Marseille, il y a des règlements de compte toutes les nuits, là on a versé plutôt sur le narcobanditisme, ce qu'on connaît encore aujourd'hui avec les trafics de stupes et les règlements de compte à coups de calache, il faut que je change les équipes. Et donc il y a un vaste mouvement de mutation, je vais rester un peu soft parce qu'on est filmé, mais enfin bon en gros tout le monde est viré et j'arrive là-bas, mon directeur me dit écoute ce serait bien que tu puisses y aller et puis finalement au fond il me dit peut-être que je vais partir aussi, et finalement je suis parti tout seul
Donc je retrouve Marseille en 2012, où on travaille, on construit énormément sur la coopération des services avec la sécurité publique. Je vous expliquerai un petit peu comment on est organisé au sein de la police nationale. C'est un vrai maquis, c'est quand même très complexe. J'essaierai de faire simple, notamment dans la lutte contre les trafics de stupes et dans l'articulation qu'on veut monter entre, d'un côté, les dossiers de lutte contre les trafics de produits stupéfiants dans les cités et les règlements de compte, les dossiers d'enquête criminelle qu'on a en parallèle et qui sont souvent liés à ces trafics. Donc voilà, et ça on le monte aussi en partenariat avec la sécurité publique. Peu de temps après, donc je pars en 2015, en février 2015, aussi un peu en urgence. Quand je vous dis en urgence, c'est en gros dans la semaine, quoi, à chaque fois. Hein. Donc, et là, c'est sur Paris, c'est mon dernier poste, c'est celui que j'occupe aujourd'hui, où il y a donc eu les attentats Charlie en janvier. Mon prédécesseur est maintenu en poste pendant cette période-là, mais finalement, juste après, est débarqué. Il a été jugé récemment, finalement, il s'en sort après appel, mais peu importe, c'est pas le sujet. Mais donc, en tout cas, il est dégagé de ses fonctions en 2015, en février 2015. Et donc, au pied levé, en fait, c'est assez simple. Au fond, j'étais en réunion de travail avec mes collègues. Je reçois un coup de téléphone du directeur général de la police nationale à 9h10, à peu près, 9h15, qui me demande si effectivement je pourrais être intéressé, en tout cas si j'accepte de prendre le poste de directeur de la police judiciaire à Paris. C'est difficile de lui dire non, quoi. Sincèrement, c'est pas facile. Donc je lui dis, écoutez, oui, pas de problème, vous pouvez compter sur moi. Il dit, bon, j'en parle au ministre, donc je reprends ma réunion avec mes collègues, je leur dis pas ce qui se passe. Bon, 10 minutes après, il y a la secrétaire qui me cherchait, qui me dit, bon, il y a le ministre de l'Intérieur qui voudrait vous parler. Donc je sors de la pièce et donc il me pose la même question. Et puis je rejoins mes collègues à nouveau, donc là il commençait à se douter qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et puis juste après, je ressors à nouveau, et là cette fois c'était le Premier ministre qui me demandait si j'étais prêt à venir prendre ses responsabilités, en me souhaitant bon courage. C'était Manuel Valls, et Cazeneuve était donc le ministre de l'Intérieur à l'époque. Voilà, donc exactement comment ça s'est passé. Et donc j'arrive dans un contexte un peu particulier où il y a déjà eu une première alerte avec, enfin c'est pas une alerte, enfin il y a déjà eu un fait significatif avec les attaques de Charlie, mais en fait ça n'était que le prélude de toute la montée terreau des années 2015-2016, évidemment les attentats de novembre, où je pourrais vous expliquer quel était mon rôle, parce que c'est un véritable rôle opérationnel, à la fois sur le terrain et sur l'enquête qui est menée. Et puis l'interface avec les autorités judiciaires et administratives aussi, ça c'est une dimension de mon poste qu'il ne faut pas perdre de vue. Et puis donc jusqu'à maintenant, ça va faire bientôt 8 ans que je suis à la tête de cette direction, qui est une direction de la préfecture de police. Voilà, donc en gros ma carrière. Je rappellerai juste que au sein de la police, en tout cas, on a des grades, hein, c'est une structure qui est hiérarchisée. Et donc, de commissaire de police, j'ai accédé à un grade qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, qui était le grade de commissaire principal, puis commissaire divisionnaire. Donc, le grade de commissaire principal a été supprimé et on passe maintenant aujourd'hui directement de commissaire de police à commissaire divisionnaire. Et puis, un nouveau grade a été créé avec le grade de commissaire général. Et je suis dans un emploi de directeur des services actifs, sachant qu'en dessous, il y a des emplois, inspecteur général et contrôleur général qui sont en dessous. Voilà un petit peu, je vous expliquerai si ça vous intéresse un petit peu les subtilités de ce corps. Voilà donc en gros la carrière, hein, avec énormément d'affaires dont on pourra reparler. Alors, ce que je voulais vous dire quand même, c'est quand même vous situer un petit peu la direction de la police judiciaire dans l'organisation. Je crois que c'est quand même important que vous ayez les idées assez claires là-dessus. La police nationale, il y a une grande direction qui est la direction générale de la police. J'en ai parlé tout à l'heure, qui est à Beauvau, un directeur général qui a la particularité d'avoir une autorité sur tous les services de police, la police de l'air aux frontières, la police judiciaire, la police du renseignement, donc également la sécurité publique qui représente les gros bataillons d'effectifs,
les CRS également, enfin bon, tout un certain nombre de directions comme ça, sauf la préfecture de police. La préfecture de police, elle a une compétence, en tout cas moi en ce qui concerne la mienne, sur Paris et la Petite Couronne, et je suis sous l'autorité directe d'un préfet de police, ce qui est assez particulier puisque mon patron est un préfet, alors même que fonctionnellement je suis sous l'autorité de la justice dans mes missions, puisque je suis responsable des enquêtes que me confie le procureur ou les procureurs, ainsi que les juges d'instruction. Donc en fait, dans cette histoire-là, mon job consiste à mener des enquêtes, diriger les enquêtes, d'être comptable du fonctionnement du service administrativement, et selon le tropisme que va prendre le sujet qui m'occupe, j'aurai soit le préfet de police comme interlocuteur, soit le parquet ou le juge d'instruction. Mais le préfet de police ne s'intéresse pas aux enquêtes et n'a pas connaissance des enquêtes, voilà, du déroulement des enquêtes. Il faut être très très clair. Et donc c'est exactement la ligne de partage qu'il faut avoir dans sa tête pour ne pas se mettre en difficulté par rapport aux règles de procédure pénale, notamment les problématiques de violation de secret. Donc moi j'ai une compétence, en tout cas mes services ont une compétence sur Paris et la Petite Couronne. On représente à peu près 2500 personnes, à peu près 1900 enquêteurs, 1800, 1900, sachant qu'il y a des personnels évidemment d'enquête avec des gardiens, des gradés, et puis des officiers, des commissaires évidemment, et puis une partie ce sont des techniciens scientifiques, des personnels scientifiques qui travaillent au niveau des plateaux techniques de l'identité judiciaire de la maison, et une autre partie ce sont les personnels administratifs, parce qu'il y a aussi du personnel administratif qui fait du soutien, qui gère les secrétariats, enfin, tout ça, ça représente quand même un petit peu de monde. Voilà. Donc on est répartis dans cette maison, principalement au 36 rue du Bastion, c'est à côté du Palais de Justice, pour ceux qui connaissent, il y a un grand bâtiment, on ne peut pas le rater, ça c'est le tribunal, c'est le plus haut de Paris avec la tour Montparnasse, mais à côté, il y a un bâtiment beaucoup plus modeste, mais beaucoup plus important, c'est celui de la police judiciaire. C'est un bâtiment un peu bleuté qui ressemble à un bunker, mais c'est fait exprès, on rentre facilement, mais on en sort beaucoup plus difficilement. Et donc c'est là où on traite les enquêtes qui me sont confiées. Bon. Mais là, j'ai les brigades centrales, des brigades centrales qui sont plutôt articulées sur tout ce qui est criminel. Une brigade criminelle, une brigade des stupéfiants, une brigade de protection des mineurs, qui gère toutes les affaires de mineurs victimes. Si vous suivez la presse, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Les problématiques de viol, les problématiques d'inceste, les problématiques d'enfants qui sont de mineurs qui sont battus, de prostitution aussi des mineurs, des choses qui sont extrêmement importantes, qui prennent de l'ampleur. Une brigade de répression du banditisme qui va davantage s'occuper des vols, alors des vols, certains vols effractions, des vols à main armée évidemment quand il y en a encore, et puis les agressions à domicile, on parlait Kardashian tout à l'heure, mais voilà, c'est la BRB qui a traité ce dossier-là, c'est leur cœur de sujet. Ils vont s'occuper aussi des braquages de bijouterie, tout ce haut de gamme qu'on peut rencontrer. Une brigade de répression du proxénétisme qui va s'occuper davantage des réseaux de proxénètes qui sont faits de proxénétisme, qui sont des réseaux le plus souvent européens, et qui visent à démanteler donc les équipes de proxénétisme qui exploitent les filles. Une brigade d'exécution des décisions de justice, c'est un petit peu plus anecdotique, mais elles ont un rôle important. C'est un peu la brigade des fugitifs, c'est le marshal. Les marshals de la police judiciaire, ils vont chercher tous les individus qui font l'objet de fiches et qui doivent être attrapés, pour faire simple, pour être comparaître devant vertu de mandat d'arrêt, mandat d'amener, quelquefois en urgence d'ailleurs, y compris sur des dossiers d'assises où les individus ne comparaissent pas, en fait ils sont cités et ils doivent comparaître détenus, mais en fait ils sont en liberté, donc il faut qu'on les récupère. Donc voilà, puis la brigade criminelle qui est évidemment extrêmement importante. Elle a une double mission. Elle va travailler sur les homicides à énigmes,
parisiens d'ailleurs ou de la Petite Couronne. Les parquets de la Couronne nous saisissent également. Alors évidemment, j'ai la procureure de Paris comme interlocutrice principale, mais j'ai évidemment les 3 procureurs des 3 départements de la Couronne qui nous confient également des enquêtes, y compris en brigade centrale. Et donc la brigade criminelle va s'occuper des homicides à énigme, c'est-à-dire les homicides sur lesquels il n'y a pas immédiatement de pistes qui se détachent. Et à ce moment-là, donc ça pourrait rester, dans ce cas-là, ça pourrait rester un service territorial, je viens dans 2 minutes. Mais elle a également, la brigade criminelle, en son sein, elle recèle la SAT, la section antiterroriste, qui est une partie de la brigade criminelle qui est spécialisée, évidemment, comme son nom l'indique, dans la lutte antiterroriste, et qui est directement en interface avec l'ASDAT de la direction centrale, le service que j'ai eu à diriger avant, mais qui travaille également de manière très étroite avec la DGSI dans l'échange de renseignements et dans le traitement judiciaire de renseignements. On a resserré énormément les liens de coopération, des officiers de liaison qui sont partagés de ci, de là et qui font l'interface. Mais enfin, bon, on a quand même pris la mesure des attentats de 2015. Et évidemment, on traite un nombre très important d'objectifs, y compris sur la base de signaux faibles. Je pense notamment à des individus qui sont plutôt en train de faire du prosélytisme, individus qui vont faire l'apologie du terrorisme, individus qui nous sont signalés par les services de renseignement comme fréquentant les mosquées et présentant quand même des stigmates assez inquiétants. On les prend en compte et on les judiciarise. Et à partir du moment où on les judiciarise, c'est donc la crime et la SAT en particulier qui vont prendre en compte ce sujet-là. Sur les attentats de 2015, vous en parlerez peut-être, mais sur la soirée de V13, ça se passe à peu près vers 21h. Je venais de rentrer du travail. À l'époque, j'habitais en face de mon bureau, qui était au 36 quai des Orfèvres, puisqu'on a déménagé il y a 5 ans, là, au Bastion, à la porte de Clichy. Et donc, je mets la télé, et puis donc c'était évidemment le soir du match. Et j'entends une première explosion, là, on l'entend en direct, je ne sais pas si vous avez vu ces images-là, mais enfin ça doit rester dans les mémoires. C'était quand même un bruit, moi, qui me rappelait beaucoup ce que j'avais déjà entendu ailleurs. Et personne ne bouge trop, quoi. Et là, une deuxième, où là, ça a été la panique complète, si vous vous souvenez un peu. Et donc c'était à l'extérieur du stade que ça avait pété, puisqu'au départ, les terroristes voulaient rentrer dans le stade, avaient essayé de rentrer, puis n'ont pas réussi. Mais on voit bien qu'à ce moment-là, les caméras dans le stade, il y a les mouvements de foule et ça part en panique à la deuxième explosion. Et donc j'appelle mon adjoint, je lui dis écoute, je vais monter au stade parce que là ça sent pas bon du tout, quoi. Bon, effectivement, il se confirme assez vite que c'est un attentat. Bon, très bien, donc je prends la voiture. Et puis entre-temps, donc on me signale les mitraillages sur les terrasses. Donc j'arrive à peu près au niveau du Châtelet, où là j'appelais le procureur, à l'époque c'était François Molins, donc je lui dis on va sur place. J'avais bifurqué sur les terrasses et puis j'ai demandé à mon adjoint, lui pour le coup, de se rendre au Stade de France, vous voyez, donc pour superviser les investigations. Et arrivé au Châtelet, là, à nouveau changement, puisque en fait les dernières informations qui m'étaient données, c'est que c'était fixé au Bataclan. Donc je tourne à droite, pour ceux qui connaissent, en remontant l'île de la Cité. Et là, j'arrive juste après que la séquence ait été fixée en fait par les primos intervenants. Des fonctionnaires de la sécurité publique avaient été appelés et courageusement avaient été rentrés à l'intérieur. Ils ont tué un premier terroriste. La situation était figée. Et donc moi, j'arrive dans ce contexte-là, avant même d'avoir pu être rejoint par la BRI, j'y viendrai dans 2 minutes, la brigade de recherche et d'intervention, à laquelle j'avais demandé d'aller précédemment sur le secteur des terrasses, là où ça mitraillait. Et donc j'appelle le chef de la BRI, je lui dis écoute, il faut que tu viennes rapidement au Bataclan parce que maintenant c'est ici que ça se passe. Il me dit que je termine de la sécuriser là-bas parce qu'il y avait 2-3 trucs qui tournaient avec des types vus avec des calaches ou autres, et donc il me rejoint. Et donc après on pourra parler un peu de la séquence, mais donc effectivement il y a une séquence intervention puis une séquence enquête derrière. Et donc une brigade que je mentionne maintenant dans ma petite organisation, et je boucle la boucle, c'est la brigade de recherche et d'intervention qui elle n'est pas montée au Bastion porte de Clichy, mais que j'ai laissée au 36 quai des Orfèvres, pour des raisons pratiques. D'abord parce qu'il se trouve qu'entre février 2015, quand j'arrive en février 2015, je constate que la BRI, dans le contexte-là, n'était pas assez nombreuse. Donc j'obtiens du préfet de police de l'époque, Michel Cadot, le recrutement, et je double l'effectif de la BRI. Bien m'en a pris, puisqu'effectivement, on a quand même pu mettre du monde sur le terrain donc en novembre, puisqu'entre-temps, donc, il m'avait donné satisfaction, il m'avait ouvert des postes.
entre-temps, on avait pris l'attentat quand même aussi du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, où une dame s'était fait tuer par un type qui s'appelle Glam, qui a été condamné il n'y a pas très longtemps. Donc on voit bien que toutes ces affaires-là, c'était quand même très 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 chaud, jusqu'au moment où malheureusement on est arrivé sur V13. Et donc la BRI est actuellement toujours basée, elle y restera au 36 quai des Orfèvres, en plus l'avantage c'est que ça lui permet d'être en tout point de Paris de manière équidistante. Ils ont une double mission, la BRI, ils ont une mission d'intervention, et ils font partie des 3 forces de premier niveau, du niveau 3 en fait en réalité d'intervention, avec le GIGN et le RAID. Ils ont les mêmes protocoles de fonctionnement. Là par exemple sur les JO, puisque c'est ce qu'on est en train de préparer, ils sont en train de négocier à 3 forces pour se partager le travail, j'ai envie de dire, parce qu'il y en aura pour tout le monde, pour sécuriser les parcours, pour sécuriser les délégations officielles, notamment la cérémonie d'ouverture. Et puis il y a également la BRI qui, elle, aura vocation à intervenir si par malheur il y avait un coup dur quelque part. Et donc ils sont bien à ce niveau-là, ils sont exactement sur les mêmes schémas de formation. Et puis ils ont également la mission judiciaire, d'assistance judiciaire, qui est celle qu'on rencontre dans les BRI plutôt en province, qui est celle du soutien à l'enquête, filature, interpellation, ouverture de porte, et puis intervention sur des malfrats. Voilà, sur des malfaiteurs qui sont dangereux, qui donnent un coup de main finalement à leurs collègues. Mais ils font également de l'initiative, régulièrement ils me font faire, enfin ils nous permettent de réaliser des affaires notamment sur des vols, des agressions, et puis sur des trafics de stupéfiants également, et trafics de bagnoles. Donc ils ont les 2 fonctions, mais ce sont les mêmes qui font les 2, c'est-à-dire ce sont les mêmes opérateurs qui tantôt sont en noir et tantôt sont en civil. D'accord ? Donc tantôt ils roulent en véhicule banalisé, tantôt ils vont rouler avec des véhicules en 4x4 avec les sirènes et puis tout le bastringue, quoi. Voilà. Donc voilà pour les brigades centrales. Je voudrais quand même vous expliquer qu'au Bastion, on a également des brigades financières, il ne faut pas les oublier. Notamment, on a une brigade qui s'occupe de toutes les problématiques, la brigade financière qui va plutôt s'occuper sur des lits boursiers, des problématiques de trafic de cours boursiers, des choses comme ça. Bon. Une brigade de répression de la délinquance économique qui va prendre en compte toutes les atteintes à la probité, les problématiques de prise illégale d'intérêt, les problématiques de dénonciation, de signalement de la HATVP, la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique, avec les articles 40 qui vont bien. Donc tout ça, ça arrive là, à la BRDE, et évidemment ça s'intéresse à du beau monde, hein, je ne vous fais pas l'article. La BRDA, la Brigade de répression de la délinquance astucieuse, et la BFMP, la Brigade des fraudes aux moyens de paiement, c'est un peu la même chose sous différents aspects. Ils vont plutôt s'occuper des escroqueries. Alors plutôt par les moyens de paiement, Internet, carte bleue dans un cas, et puis plutôt les escroqueries plus traditionnelles pour les autres. C'est en augmentation, c'est en flèche au niveau des contentieux, et actuellement donc c'est une partie de la délinquance qu'on a à traiter qui prend un volume énorme. Et évidemment, je ne peux pas manquer d'associer ça avec la brigade de lutte contre la cybercriminalité, la BL2C, qui s'occupe de toutes les attaques cyber contre les systèmes de traitement automatisé de données, toutes les problématiques de déni de service sur les systèmes informatiques de virus dans les hôpitaux, dans les administrations. Ces affaires-là, ça arrive chez moi. Alors pas toutes, elles sont partagées. Les gendarmes en prennent une partie, la direction centrale en prend aussi une partie, mais la majorité des affaires, c'est chez moi qu'elles arrivent en fait, parce que c'est Paris, et que pour le coup, les saisines sont majoritairement chez moi. On a à peu près 60% de toutes ces enquêtes-là uniquement à la police judiciaire, de la préfecture de police. Donc c'est la BL2C qui gère ça, et évidemment ils apportent un soutien important technique donc aux brigades qui s'occupent de toutes les escroqueries, notamment réalisées par Internet. Et puis la brigade de répression à la délinquance contre la personne. Il y a aussi toute cette problématique du harcèlement en ligne, toutes ces problématiques comment dirais-je, qui arrivent par les messageries, par les réseaux sociaux. Ça, c'est en flèche. On a énormément de plaintes de gens qui signalent être victimes de ce genre d'action, et donc ça arrive dans cette brigade-là. Et puis pour terminer, donc, je voudrais quand même vous dire qu'on est aussi compétent localement sur Paris, par intramuros, par 3 districts de police judiciaire. Il y en a 2 sur la rive droite et 1 sur la rive gauche, qui sont calqués sur ceux de la sécurité publique.
et les 3 départements de la Couronne donc, sont couverts par des services départementaux de la PJ. Alors la PJ, c'est une petite maison, hein, c'est 2400 personnes pour la préfecture de police. Les gros bataillons, c'est la DESPAP, c'est la direction de la proximité, c'est la direction de la sécurité publique. Ils sont plus de 22 000. Mais vous allez au commissariat du coin, vous verrez des gens en uniforme qui travaillent en cycle, vous verrez aussi des gens en civil. Si vous allez déposer plainte, vous allez au commissariat. Dès lors que l'affaire est un tout petit peu plus technique, elle arrive chez moi au niveau des districts. Et si elle est vraiment très compliquée, elle arrive au bastion, pour faire simple, elle arrive au siège. Hein. Donc il y a une gradation. C'est fait en fonction des protocoles que nous rédigeons avec les parquets, où on attribue, en fait, par anticipation, les affaires, on les affecte à tel ou tel service. Donc on reste bien sur l'idée que c'est le procureur de la République qui a en sa compétence le choix des services enquêteurs, mais pour gagner du temps, et toujours en accord avec le procureur de la République, on établit une liste des affaires qui vont à tel service, tel service, tel service. Bon. Ce qui n'interdit pas de changer d'affectation, toujours en vertu de ce principe-là. Voilà. Peut-être vous dire aussi que donc, moi j'appartiens à la préfecture de police, enfin à la direction de la PJ, que pour autant je suis aussi en contact, évidemment de manière opérationnelle, avec les services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire, voire les offices centraux évidemment, hein, c'est-à-dire que quand il y a des enquêtes qui rejoignent les services entre eux, ben, on se parle et puis on travaille ensemble. Voilà. Donc c'est pas non plus, c'est pas étanche comme on pourrait l'imaginer, les uns d'un côté, les autres de l'autre, ils se parlent pas, non, ça n'a rigoureusement rien à voir. On travaille ensemble dès lors qu'on a des dossiers qui nous conduisent à bosser ensemble sur des enquêtes et sur les mêmes équipes, quoi. Voilà, pour faire simple. Bon voilà, j'ai pas envie d'alourdir trop le débat, enfin en tout cas mon intervention, je pense que c'était bien plutôt de répondre à vos questions, mais j'ai essayé de concentrer beaucoup d'informations en peu de temps, mais je pense que c'était nécessaire. Et puis surtout, moi je souhaite c'est vous expliquer là où peut-être il y a des choses que vous n'avez pas compris ou des questions qui vous tiennent à cœur par rapport à mon métier et ce que j'y trouve comme intérêt ou inconvénient d'ailleurs. Mais bon, j'en vois pas. On a jusqu'à quelle heure là pour notre petite... On a à peu près jusqu'à 19h30. Ah ouais, ça va alors, d'accord. Ouais. Alors là, il y a vraiment beaucoup de points qui sont très intéressants à développer. Je vais me permettre de soulever la première question. Vous avez parlé tout à l'heure des enquêtes à énigmes. Je crois que c'est quelque chose qui fait fantasmer plus d'une personne dans cet amphithéâtre. Est-ce que vous pourriez peut-être illustrer cette notion avec des enquêtes dans lesquelles vous avez participé ou certaines qui vous ont marqué plus particulièrement? Il y a des affaires qu'on n'oublie pas. Et les affaires qu'on n'oublie pas, c'est celles qui touchent à la vie des gens. Voilà. Il n'y a rien de pire. Enfin, moi, je vous livre comme je le ressens. Hein. Je ne suis pas là pour délivrer des messages subliminaux, mais je ne suis pas là pour faire la morale. Mais en tout cas, moi, en ce qui concerne, depuis près de 40 ans que je fais ce métier, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de ne pas résoudre et d'identifier l'auteur d'un meurtre. C'est assez simple, mais quand on voit dans quelles conditions certains ou certaines personnes ont été assassinées, avec des scènes qui peuvent être préalables à la mort même d'ailleurs, de séquestration, de violence, de viol, forcément on met un point d'honneur, et quand je dis on, c'est les enquêteurs, à identifier celui ou ceux qui ont pu commettre ces forfaits-là. Donc forcément, ces enquêtes-là, elles vous marquent à vie. Donc moi, j'en ai eu beaucoup d'enquêtes comme ça, mais j'ai le souvenir de quelques-unes pour juste vous faire comprendre, toucher du doigt un peu le sujet. Par exemple, une femme, j'étais à Lille à l'époque, c'était ma première affaire criminelle résolue, et je suis content parce que j'étais à l'origine de la résolution de l'affaire, en tout cas j'avais trouvé le fil à tirer. C'est une jeune femme qui avait été retrouvée dans un fossé. Elle était là depuis un moment d'ailleurs, et c'est souvent le promeneur qui passe et qui découvre ce corps, et on n'arrive pas à identifier la victime. Et c'est vrai qu'elle n'avait rien sur elle, elle était juste en robe, c'était l'été, donc une robe assez légère, en plus qui était finalement de grande diffusion. On avait fait des tas de recherches là-dessus, parce qu'on travaille de manière méthodique, donc on a retrouvé les magasins qui les vendaient et tout ça, enfin c'était pas très typique, quoi. Ça nous amenait pas grand-chose. Et donc cette personne, on ramait là sur son nom,
Et la difficulté, c'est que quand vous avez un corps, un cadavre, et puis que vous n'arrivez déjà pas à l'identifier, c'est plutôt compliqué de remonter déjà sur l'auteur. Hein. Alors évidemment, on n'en est pas encore à l'arrestation, la localisation et le renvoi, machin. Bon. Finalement, de fil en aiguille, je dis tiens, on va quand même tenter. J'avais un peu réfléchi. Alors on avait vu avec les formules dentaires, on avait sollicité les dentistes, les ceci, cela dans les revues spécialisées, quoi, pour essayer de trouver. Et en fait, j'étais en contact avec un journaliste de France 3 à l'époque à Lille, et je lui avais dit tiens, on pourrait peut-être monter un truc. Il me dit moi je veux bien vous aider, mais il faut que ce soit quand même présenté sous forme un peu pas d'un reportage, mais quand même bon. Et je lui ai dit écoutez, il faut qu'on fasse une contribution, apportez votre contribution à la résolution de l'affaire. Et donc on fait tourner la robe de cette dame, cette jeune femme, sur un mannequin. Et alors, je vous livre tout comme ça, parce que je l'ai su après coup, donc ça passe aux informations régionales. Et quelques temps plus tard, il y a quelqu'un qui m'appelle, c'était sa sœur, qui avait reconnu, mais elle était à la cuisine, elle entend parler vaguement d'une disparition, enfin d'une personne retrouvée, elle-même n'avait plus de nouvelles de sa sœur, elle se retourne et elle reconnaît la robe de sa sœur. Donc, juste avant que le reportage s'arrête. Et donc elle m'appelle, elle nous appelle, elle me contacte, moi je la rencontre et elle me dit écoutez voilà, ça ressemble bien à la robe de ma sœur. Donc à partir de là, on est remonté sur un individu qui était un sale con, qui l'a batté, c'était un individu de la région de Douai, et il lui faisait endurer le martyre. Et finalement on l'interpelle un peu à la décarade juste avant Noël. Donc juste avant le Nouvel An. On fait ça un 30 décembre, quand même vicieux. On fait ça un 30 décembre et on le garde 48 heures en garde à vue. Et le 1er janvier, il nous lâche le morceau et il nous reconnaît qu'il l'a tué. Il lui avait tiré une balle de 7,65, il avait abandonné là. Et là, on repense à tout le travail qu'on a fait en amont pour identifier cette personne, puis après l'auteur. Et quand on en arrive là, ça ne ramènera pas à la vie cette malheureuse personne, mais en tout cas, ça livre une solution à la famille et ça permet de renvoyer un individu devant la justice. C'est quand même fondamentalement le sens de notre mission. Donc c'est une vraie satisfaction. Après, des dossiers qui m'ont marqué, il y a aussi toujours dans le même secteur, une femme qui... en fait, on a un individu, un corps qui remonte au large de Brédune, et qui était lesté avec des parpaings, et était remonté, excusez-moi pour les détails, mais c'est un petit peu le sens de l'histoire, donc le corps remonte en état de décomposition, bon, je ne vais pas rentrer en détail, et en fait là pour le coup, lui on l'identifie, et on remonte évidemment dans son cercle familial, assez rapidement on soupçonne sa femme, on la met sous surveillance, et puis là ça dure assez longtemps, on arrive à comprendre qu'elle a une relation avec quelqu'un d'autre, mais on n'arrive pas vraiment à concrétiser nos éléments d'enquête, en tout cas avoir la certitude de pouvoir bien la tenir. Et donc l'histoire a voulu qu'en fait elle a effectivement réglé avec son amant la suppression de son mari. Elle monte à l'étage avec ses enfants, elle drogue son mari qui s'endort sur le canapé, l'autre lui ouvre la porte et il arrive, il lui met 2 balles dans la tête, il emballe le corps dans le tapis, tout le monde sort, elle reste avec les gosses à l'étage, on va passer un petit coup de serpillière le lendemain matin pour histoire de remettre un peu les choses en place, et puis donc ensuite lui se charge de faire disparaître le corps dans les conditions que j'évoquais. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc nous on l'interpelle, très longtemps après, ça a mis du temps parce qu'on voulait accumuler le maximum, c'est quelqu'un qui était assez retors, et en réalité, on n'arrive pas à décoincer la situation, jusqu'au moment où l'amant qui est en garde à vue également, qui donc est l'auteur du meurtre, mais commandité, qui ne voulait pas nous dire que c'était elle, qui lui avait demandé et qui avait tout organisé en réalité, découvre ce qu'on lui dit, c'est-à-dire qu'en fait, elle a une relation avec un 3e individu à qui elle a demandé de dézinguer, d'abattre l'amant qui est l'auteur du meurtre de son mari. Voilà. Alors, c'est des choses qu'on ne veut pas oublier, mais enfin bon, c'est pour vous dire jusqu'où va la nature humaine. Bon, après, effectivement, il y a eu des moments extrêmement importants. L'assassinat d'Yann Pia, ça a été une pression majeure. On a travaillé
4 mois d'arrache-pied sur ce dossier. On est parti sur du banditisme, sur du politico-banditisme, de l'affairisme. Finalement, on a renvoyé du monde aux assises dans cette histoire-là, y compris le commanditaire, un patron de boîte de nuit qui avait organisé ça avec une bande de jeunes hommes et de femmes. Et en gros, il avait passé un pacte avec un voyou, un élu, enfin un ancien élu, enfin il était au conseil général à l'époque. Je te donne la ville et tu gagnes les élections. Donc je dégage Yann Pia qui est dangereuse, qui peut gagner les élections. Elle était en situation favorable au niveau des sondages, elle était anciennement au Front National. Tu gagnes les élections, tu es maire de la ville et puis toi tu me laisses faire mon business, mon business ailleurs. Voilà l'histoire. Donc il y a un pacte qui existe, sauf que le patron de la boîte de nuit, Gérard Final, ne nous donnera jamais la solution qui mette en cause formellement Jo Cercia, qui est pour nous donc le commanditaire, et tout ce petit monde a été condamné aux assises quand même. Donc. Toujours est-il qu'on a dû quand même identifier les tueurs, 2 types à moto volée. Ils l'ont rattrapée, ils l'attendaient dans un traquenard alors qu'elle remontait chez elle. Ils ont blessé grièvement le chauffeur, ils l'ont abattu dans la voiture au 11-43. À partir de là, l'enquête s'est un peu accélérée sur la déposition d'une jeune fille qui avait vaguement entendu quelque chose et ce qui s'est finalement concrétisé. Mais ça a été une pression majeure jusqu'au moment où on obtient quand même les aveux d'un des meurtriers, puis d'un deuxième. Et quand on a solutionné cette affaire-là, c'est vraiment quelque chose qui marque à vie. Une députée abattue, quand même pas non plus quelque chose de banal, et surtout de la manière dont elle avait été tuée. Elle n'avait aucune chance de s'en sortir, en fait, en vérité, quoi. Après, en matière d'homicide, quelques affaires un peu crapuleuses, beaucoup versées, alors c'est ou sur le sexe, ou sur le pognon, ou le pouvoir, mais beaucoup quand même pour l'argent. Alors, je vais vous donner 2 exemples. J'avais un responsable de service de clinique privée qui avait été tué. Le commanditaire était sa femme également, avec son amant, et c'était pour l'argent. Voilà. On l'avait retrouvé dans le coffre de sa bagnole, il n'était pas très bien, a été un peu refroidi, et donc l'enquête démarre comme ça. Et puis également, dans ce genre d'affaires, on avait un type qui était un peu qui était seul, qui faisait des réseaux pour essayer de trouver une compagne, une relation, et était tombé entre de bonnes mains, il est tombé sur une femme qui elle-même avait un copain, et ils se sont mis en tête de lui soustraire son fric, ils l'ont torturé toute la nuit, sauf que nous, après, quelques mois plus tard, après la découverte, enfin même pas la découverte du corps, on a un signalement au départ, on va récupérer le corps sur les indications de l'une, 100 km de Marseille, en pleine nuit, on le déterre dans un fossé, quoi, où il avait été enterré à 10 mètres sous terre, quoi. Donc ça, c'est des choses qui marquent aussi un petit peu quand même. Et puis, quelques dossiers un peu plus compliqués. On en avait un, par exemple, c'est un type qui avait été découpé. Il avait, en fait, l'affaire démarre comme ça. À la sortie des égouts, il y a un tapis qui trie les gros objets. Voilà. Et il y a un sac qui est tombé du tapis, et là il y a un agent, un technique là, qui regarde, et dedans il trouve un bras. Bon. Donc l'enquête démarre comme ça. Il se trouve que le bras en question était porté une plaque métallique. Il avait fait l'objet d'une opération. Et donc pour nous, l'enquête commence de cette manière-là. Essayons de retrouver le dossier médical de ce monsieur. Et donc on sollicite tout le monde, tous les médecins, tous les chefs de service, notamment en orthopédie, sur Marseille. Et
on en a un qui reconnaît son travail parce qu'en fait, il a mis une plaque de jambe, il l'a mise en haut. Vous savez, c'est du matériel qui peut passer de l'un à l'autre, c'est leur histoire. Mais enfin, en tout cas, il reconnaît son boulot. Et à partir de là, nous, on met un nom sur la victime. On peut retrouver tous les morceaux, mais on retrouve un nom. Donc, on arrive en fait à remonter sur celle, je suis désolé de le lire, mais ça c'était le cas aussi, donc il avait tué, il avait empoisonné, et donc ensuite avec sa famille, dans les quartiers nord de Marseille, il avait découpé la Ségovine, il avait débité en petits morceaux, et tout avait disparu, il avait jeté tout dans les bouches d'égout, un peu comme le Père Noël est une ordure. Là. Et en fait, il y avait un bras qui était réapparu de manière tout à fait accidentelle en plus. Hein. Bon. Ça, c'est des enquêtes sympas, parce qu'il y a un vrai... non mais, c'est intéressant quand même, parce qu'il y a une énigme, voilà. On ne sait pas qui est le bonhomme, évidemment on ne sait pas qui a tué, mais on se donne les moyens de retrouver, voilà, de tirer ce fil. Et quelquefois, je peux vous faire comprendre, c'est que ça ne tient pas à grand-chose. Alors le meurtre idéal, il peut exister, si on aborde ce sujet-là, si on n'a pas... déjà, si on n'a pas de lien entre la victime et l'auteur, c'est quand même plus compliqué. Mais c'est surtout si on n'a pas de victime du tout. Et moi, je suis resté, ça m'a beaucoup marqué. À l'époque, c'était dans le Nord encore, là, mais c'est des enquêtes criminelles qui m'ont touché beaucoup. On avait une jeune femme qui avait disparu, elle n'a jamais été retrouvée. On a eu des soupçons sur un individu qui d'ailleurs nous était porté par sa sœur. Lequel individu avait loué une tente chez Decathlon en plein hiver pour aller s'installer sur la plage, ce qui était assez étonnant vu les circonstances. Et elle nous avait exprimé le contexte et dit qu'en fait sa sœur voulait sortir des pattes de ce mec. Et quelques temps plus tard, la sœur elle-même disparaît. Et donc on la retrouve dans un canal. Et on révèle qu'à l'intérieur, enfin à l'autopsie, elle a absorbé un produit, d'un médicament qui était quand même quelque chose qui avait tendance à lui faire à l'endormir. Donc on fait des perquisitions chez notre suspect, puisqu'évidemment on part de l'idée que le suspect numéro 1, pour l'affaire numéro 1, il est également pour le numéro 2. On retrouve des choses qui sont assez troublantes, des verres, il a bien reconnu qu'elle était venue chez lui, qu'elle ne pouvait pas le saquer évidemment, puisqu'elle le soupçonnait d'avoir tué sa sœur. Lui a dû s'en séparer, je pense, a dû vouloir s'en débarrasser. On n'a jamais réussi à le faire condamner. Alors la première, on ne l'a jamais retrouvée. Je pense qu'elle a dû être enterrée à 10 pieds sous terre en plein hiver dans les dunes. Elle n'est jamais réapparue. Et la deuxième, elle est bien passée chez lui, elle a consommé, soi-disant, du jus d'orange. On sait qu'elle a absorbé des produits, mais on n'a jamais pu démontrer que c'est lui qui lui avait administré. Donc c'est des échecs, ça, pour nous. Hein. C'est pour ça que j'en parle encore aujourd'hui, vous voyez, c'est quand même très très vieux pour moi maintenant. Mais on reste quand même sur des histoires qui nous ont marqués. Et quand je dis je peux vous dire que ce sont tous les enquêteurs qui sont concernés. Vous avez dû entendre parler récemment de l'affaire du Grêlé, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais enfin cet individu, ancien policier, ancien gendarme, d'ailleurs il a eu les deux casquettes, et qui est soupçonné, il n'a pas encore... il s'est suicidé de toute façon, mais il est fortement soupçonné, mais en fait on n'a aucun doute d'avoir tué à plusieurs reprises comme ça. Voilà. Et ça a duré pendant 15 ans l'enquête. Donc c'est pour vous dire que les gars, quand ils ont quelque chose comme ça, ils sont tenaces, quoi. Ils n'ont pas envie de lâcher, quoi. Alors une affaire qui m'avait marqué à Marseille, par exemple, c'est une jeune fille qui sort de boîte de nuit du côté d'Aix d'ailleurs, et qui doit rentrer sur Marseille, et qui ne trouve pas de taxi, et ses petits camarades de groupe la laissent tomber, quoi, en fait, ils ne l'emmènent pas. Elle se fait embarquer par des types qui sont absolument des monstres, elle ne le sait pas évidemment, qui sont originaires de l'Est. Je ne donnerai pas de nationalité, parce que je ne veux pas froisser des susceptibilités dans cette salle. Donc il l'embarque, et il l'emmène dans un squat
qui est à l'époque, qui était sur le Vieux-Port, là où il y a l'hôtel Radisson, qui est un ancien bâtiment industriel. Et là, ils l'ont séquestré pendant plusieurs semaines, ils l'ont violé, j'en passais des meilleurs, avant finalement de l'étrangler et de dissimuler le corps en l'emballant, la ligotant, l'emballant dans du plastique et en la coulant dans du ciment, dans une armoire métallique, qui est abandonnée sur place. Donc nous, notre enquête, elle démarre assez simplement au fond, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai une histoire entre des individus sur une rixe, il y a un mort, un coup de bouteille, coup de couteau, et là, je m'intéresse à toute cette population-là de marginaux qui est dans la rue, et à un moment donné, il y en a un qui nous dit, il faut que je vous dise quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé qui est très grave, qui est de l'autre côté, on était à l'époque à l'évêché, donc de l'autre côté du port, et il y a une jeune fille qui a été tuée, elle est là-bas. Donc on va là-bas, et si vous regardez la presse, vous regardez l'affaire Juzac, Stéphanie Juzac à Marseille, vous retrouverez, il y a des articles de presse là-dessus. Et j'en discutais avec un journaliste il n'y a pas très longtemps de la Provence, puisqu'on en parlait un peu. Il me dit je vous ai jamais vu dans cet état-là, parce que tout le monde a vu qu'on était livide. Et donc on se rend sur place, et tout ce qu'il nous dit se déroule exactement. Enfin, en tout cas, nous on constate que tout ce qu'il nous a dit est exact, quoi. Voilà. Et moi, cette jeune fille est la fille d'un gendarme, qui a essayé par tous les moyens de retrouver sa fille. Il l'a eu au téléphone alors qu'elle était dans le coffre de la bagnole, puisqu'à un moment donné, ils l'ont mis dans le coffre de la voiture. Après, il n'y a plus de son, plus d'image. Et on imagine, mais on le sait, nous, puisque j'ai lu les procès-verbaux et les dépositions de ces mecs, comment ça s'est passé. Et je prétends, je pense pouvoir dire qu'elle a dû souhaiter 1000 fois de mourir, quoi, en fait, en réalité, et que le jour où c'est arrivé, c'était malheureusement une délivrance pour elle, quoi, malgré tout ce qu'elle a subi. Donc voilà, donc c'est tout ce qui touche à la chair humaine, à la vie. Moi, pour moi, il n'y a rien de plus précieux, mais c'est pas que moi, voilà. Ce sont des enquêtes qui nous touchent énormément, qu'on ne peut jamais oublier. Alors il y en aurait d'autres, hein, on pourrait passer la nuit, mais ça, c'est pas ça le sujet, mais bon voilà. Alors ça, c'est bestial. Après, il y a énormément d'affaires qui sont liées à l'argent. C'est pour récupérer du fric, récupérer de l'argent sur des comptes. Et puis après, il y a des affaires, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui sont plutôt d'ordre intrafamilial. L'amant qui veut disparaître de la maîtresse qui veut se séparer du mari. Enfin bon, c'est des trucs de la vie quotidienne. Mais bon, voilà, ça existe. Alors forcément, moi j'ai une vision un peu, non pas noire du monde et de la société, mais je vois des trucs qui, pour vous, paraissent tellement hors normes. Mais bon, c'est vrai que je pourrais vous en aligner quelques-unes comme ça. Voilà. Donc, les affaires d'homicide sont celles qui marquent le plus. Voilà ce que je peux vous dire. Ouais. Mais voilà. Pardon, oui. Excusez-moi, non. Ah oui, d'accord, je vous vois là-bas, ouais. Bonsoir, Monsieur Sainte. Alors, en fait, il y a une personne qui a dû partir, elle n'a pas eu la chance d'assister à la foire aux questions, mais elle m'a dit de vous dire... en tout cas de vous demander si pour vous la police judiciaire elle a aujourd'hui les moyens de répondre et de mettre fin aux criminalités. C'est dans la nature humaine, on n'arrivera jamais à éradiquer la criminalité. En tout cas, nous, je pense que l'un des intérêts de ce métier, parce que ça m'amène finalement à aller sur ce terrain-là, c'est un message que je voulais vous délivrer, c'est que on a du sens dans notre métier. Mais quand je vous parle avec ces mots-là, je ne fais que vous dire ce que j'ai encore entendu. Vendredi soir, je trouve que je suis allé décorer une commandante de police. Ils lui remettent une décoration. Et donc elle a fait un petit discours, elle a 30 ans de carrière. Elle a beaucoup travaillé, elle, avant de venir en PJ, mais elle a continué en PJ, elle est très spécialisée sur les violences aux mineurs, la protection de l'enfance et tout ça. Et à un moment donné, elle disait quelque chose de très juste, elle dit on a un métier même s'il y a une perte de sens maintenant, actuellement, la police est très contestée, très critiquée, on a quand même un sens très très fort, c'est qu'on sert l'intérêt collectif, voilà, l'intérêt général. Alors les homicides, c'est un aspect, évidemment c'est peut-être celui qui touche le plus. Quand on lutte contre des individus qui commettent des attentats, ça me paraît quand même donner du sens aussi. Quand on lutte contre des trafiquants de produits stupéfiants, qui diffusent quand même des produits qui sont extrêmement nocifs, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, j'y vois du sens dans ma mission. Donc
on n'est pas naïf, je pense que depuis que c'est dans la nature humaine, hein, de vouloir tordre les lois, et puis peut-être pour certains de s'en affranchir complètement. Mais très honnêtement, moi ce que je peux vous certifier, c'est que les enquêteurs qui travaillent, que j'ai connus partout, sur tous les postes que je vous ai cités là, ont toujours manifesté un engagement total, et c'est encore vrai aujourd'hui dans leur mission. Donc ça, c'est quand même extrêmement valorisant d'avoir des collègues qui se lèvent à 3h du matin, qui ne vont pas dormir pendant 2 jours pour réaliser leur métier, qui vont aller jusqu'au bout, qui vont se donner un mal de chien, comme je l'évoquais, pour arriver finalement à conclure leurs enquêtes, quelles qu'elles soient. Maintenant, on voit aussi que les générations de criminels se renouvellent aussi, que les méthodes, les modes opératoires changent. Je parlais de la cyber tout à l'heure, donc avec beaucoup moins de braquage par exemple aujourd'hui. Pour autant, on a énormément d'infractions qui sont commises par Internet, quel que soit j'ai donné quelques exemples tout à l'heure au travers des brigades. Mais moi je constate aussi qu'on est dans une société qui est de plus en plus violente. Et que j'en parlais avec un chef de groupe de la BRB aussi la semaine dernière, justement. Je dis, vous avez plus beaucoup de braquage. Il me dit, oui, mais bon, on travaille beaucoup sur les vols et fractions, et ce qui est vrai. Et il me dit, les mecs, ils cassent les portes et ils commencent par taper sur les personnes, quoi. Voilà, avant, on ne voyait pas ça. Maintenant, il y a un déchaînement de violence, tout ça pour aller piquer un peu de bijoux, un peu de monnaie. Voilà. Bon. Donc, tout ça, quand on voit comment les choses se déroulent, là encore, ça nous donne en tout cas envie de continuer. Maintenant, on a bien conscience qu'on n'arrivera pas à éradiquer la criminalité. Voilà. Donc, on essaie de s'organiser. Ce qu'on fait beaucoup avec la sécurité publique, c'est de plus en plus d'aller vers des points où il faut converger. Exemple typique qui va vous parler, la lutte contre le crack. Bon, c'est pas pour faire beau dans le décor, moi c'est pas pour failloter que je parle du crack ce soir, c'est pas ça. Moi ce que je constate simplement, c'est que quand on voit les trafics de crack tels qu'ils sont organisés par les vaudous, ça a un effet direct sur la santé publique et sur l'état des types, quoi. Vous les croisez dans le métro, vous les voyez à la Chapelle ou ailleurs, on a vite compris avec de la violence autour de tout ça et des agressions. Bon. Donc on voit bien qu'en plus, ces trafics-là, ils gangrènent de plus en plus le pays. Hein. C'est très parisien au départ, maintenant on en trouve dans toutes les villes de province quand même. Hein. Bon. Donc ces phénomènes-là, il faut les suivre, il faut y coller, et surtout il faut mettre nos moyens pour essayer de les endiguer, quitte à abandonner sur d'autres champs qui sont plutôt secondaires. Parce qu'on n'a pas les moyens de tout traiter. Voilà, c'est tout, c'est juste ça, quoi. Alors qu'on est dans une société qui amène de plus en plus les gens à déposer plainte. La plainte en ligne, à dénoncer des faits. En plus, on a des réseaux sociaux qui amplifient le phénomène MeToo et tout ça. J'en parlais il n'y a pas très longtemps à l'occasion d'une conférence chez les avocats. On a eu une inflation des affaires liées à tous ces phénomènes-là. Donc, de plus en plus, la parole se délie. Les gens déposent plainte de plus en plus, y compris pour des affaires très anciennes. Donc, on judiciarise de plus en plus, on demande de plus en plus aux services d'enquêter, mais nos moyens, ils n'augmentent pas pour autant. Ils ne sont pas toujours en voie d'augmentation, loin s'en faut. Donc il nous faut faire des choix. Et ces choix-là, on les détermine évidemment avec les parquets, avec les procureurs, avec l'action publique, avec les préfets aussi. Et c'est pour ça que le binôme entre l'administration et la justice, il est de plus en plus resserré. On a énormément d'enceintes ou dans les territoires, comme on dit maintenant, on se détermine pour voir où est des enjeux de société, voilà, et où est-ce qu'on met les moyens. Voilà. Et donc sur le crack, on se coordonne énormément. Voilà, c'est tout. Bonsoir Monsieur Sainte. Vous avez dit plutôt que vous étiez sous l'autorité du préfet alors que vous exerciez votre métier dans la justice. Du coup, ma question ce serait, est-ce que vous pensez que la séparation des pouvoirs a nuit à l'efficacité de l'action de la police en France ? Et si oui, est-ce que vous avez des exemples pour illustrer Alors c'est un sujet classique qu'on retrouve notamment côté justice, où il y a une revendication de la part de la justice d'attraire en quelque sorte la police judiciaire. Alors pas que les services, pas que la direction de la police judiciaire, mais tous les moyens dédiés à la police judiciaire. C'est-à-dire les commissariats, les SAIP à Paris, ou les sûretés départementales, ou les services d'enquête parisiens. Nous, on est plutôt dans un système où c'est la mission qui nous met sous l'autorité du juge ou du parquet, et l'administration, elle reste intérieure. Et j'ai envie de vous dire, c'est plutôt une bonne chose, parce que je soutiens que quand il faut déterminer les moyens à affecter aux enquêtes,
les moyens qui doivent être organisés entre les différentes brigades. Quand je vous expliquais tout à l'heure que j'augmentais la BRI, ou que je vais augmenter par exemple des moyens dédiés à la lutte contre la cybercriminalité, c'est moi qui le fais. Évidemment, je le fais avec le préfet de police, je lui dis voilà, j'ai besoin de moyens à cet endroit-là pour telle et telle raison. Après, si on doit rentrer dans des logiques entre les parquets, entre les juges d'instruction qui vont choisir eux-mêmes les officiers de police judiciaire et les moyens qui doivent être dédiés aux différentes enquêtes, ça va être une partie de ping-pong permanente pour savoir qui fait quoi et qui est prioritaire sur quoi. Voilà. Donc nous, on essaie de gérer au mieux les portefeuilles avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire dans la durée, dans les moyens qu'on va y dédier. Mais effectivement, on le fait en intelligence d'ailleurs avec les parquetiers, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais de temps en temps, il faut bien accepter l'idée qu'il y a des enquêtes qui sont prioritaires sur d'autres et que tout n'est pas au même niveau. Voilà, c'est juste ça. À partir du moment où on mettrait des magistrats à la tête de la police judiciaire, c'est-à-dire en responsabilité de la direction de la policière, de la mission de police judiciaire, je ne suis pas certain qu'on soit capable d'avoir autant de gouvernance et de moyens de gouvernance des services, parce qu'effectivement, ça va être très compliqué d'expliquer à un juge que son camarade du bureau d'à côté il est prioritaire, ou à un procureur par rapport à un autre parquet. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc dans la réalité des faits, ça ne porte pas préjudice, puisqu'en réalité, on est toujours comptable de toute façon de l'aboutissement des enquêtes et de la manière dont on les fait, des moyens qu'on met pour résoudre des enquêtes. Après, ce qu'il faut, c'est être capable d'assumer vis-à-vis des uns et des autres que de temps en temps, on a eu des dossiers plus importants, plus urgents, plus sensibles, sur lesquels il faut apporter une réponse, et d'autres sur lesquels on peut se permettre peut-être d'attendre un petit peu, tout simplement parce que l'enjeu n'est pas le même. Voilà. Bon, voilà ce que je peux vous répondre. Bonsoir. J'aurais aimé savoir, est-ce que c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices au niveau de votre vie personnelle et familiale, et comment vous arrivez à gérer ça? Ouais, pas mal quand même, ouais. Pas mal. Alors, bon, vous avez vu, mon parcours, ça a été beaucoup de la mobilité quand même. Alors, c'est vrai que, en tout cas pour le corps des commissaires, on demande beaucoup de mobilité. Alors, quelquefois, les collègues font plutôt une mobilité technique pour rester sur une même région. Moi, mon parti pris, c'était l'enquête judiciaire. Voilà, donc depuis le début, je suis tombé dedans, puis j'ai pas changé. Donc du coup, pour pouvoir évoluer professionnellement, soit j'ai fait le choix, soit plus souvent d'ailleurs, on m'a demandé de partir pour prendre des responsabilités. Souvent, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai pris la valise et puis j'ai changé de région. Mais des collègues peuvent évidemment rester sur place. J'ai pas mal de collègues là sur Paris qui ont fait toute leur carrière sur Paris, et d'autres qui en province, sur des grands centres urbains comme à Lyon, à Lille, à Marseille ou sur les grandes villes, ont pu tourner un bon moment sans avoir à faire la valise, comme on dit, en changeant de direction ou en montant au sein d'une direction sur des postes qui leur étaient proposés. Bon, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que c'est quand même un métier qui engage. Voilà, c'est un métier où il faut être présent, il faut coacher les équipes. C'est vrai en PJ, mais c'est vrai aussi dans le renseignement, c'est vrai également dans la sécurité publique. C'est un métier qui demande de la disponibilité, alors de la disponibilité de temps, mais également de la disponibilité intellectuelle. Il faut répondre au téléphone, il faut être capable d'apporter des réponses assez rapidement par rapport à des préoccupations qui se passent. Il faut se tenir informé de ce qui se passe dans les services, parce que vous êtes toujours un N+1, comme on dit, qui va vous demander qu'est-ce qui s'est passé là, donc ce sera un peu compliqué de lui dire j'en sais rien, je ne suis pas au courant. Bon voilà, mais c'est un métier qui demande effectivement de l'engagement. Après, du sacrifice, je ne sais pas comment le dire, parce que bon, j'ai des collègues qui arrivent à concilier vie de famille et vie, par exemple, professionnelle. Mais quand je dis vie de famille, c'est aussi vie de mère de famille. Mais il y a des amplitudes horaires importantes. On demande effectivement de la présence. On demande le week-end, pas forcément d'avoir préparé quelque chose, parce qu'on peut être appelé. Voilà. Donc c'est vrai en police judiciaire, c'est vrai aussi en sécurité publique. Mais bon, on arrive quand même à y trouver des satisfactions d'ordre familial. Voilà. Mais effectivement, voilà, c'est pas un métier avec des horaires fixes, où je pars le matin, je fais ma pause, et puis le soir, j'ai fini à 6h. C'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est clair. Il faut accepter aussi une certaine forme de disponibilité, au moins dans le temps, dans son organisation de vie.
Mais c'est ça qui est passionnant, c'est que le matin, quand on arrive, on ne sait pas ce qu'on va faire de la journée. Enfin, en tout cas, on sait ce qu'on va faire, mais ça ne se passe pas comme ça, quoi. En fait, plus précisément, ça se passe autrement, quoi. Et ça, c'est vraiment palpitant. Voilà. Alors, c'est peut-être plus compliqué, je le dis de manière simple, ça peut être plus compliqué peut-être pour une femme que pour un mec, quoi. Parce qu'effectivement, un mec va plutôt être dans sa vie professionnelle à fond, et puis après, les à côté familiaux, on ne va pas trop s'y intéresser. Alors que souvent la femme porte aussi ça, voilà. C'est pas un cliché, mais c'est quand même une réalité, quoi, il faut le dire. Donc il faut accepter ça, mais moi j'ai beaucoup de collègues qui assument les deux et pleinement, voilà, et qui ont des responsabilités importantes. Voilà ce que je peux vous dire. Bonsoir, moi j'ai deux questions. Ah, ouais. Oui. La première c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre métier? Et la deuxième, c'est est-ce que vous pensez avoir perdu en humanité depuis que vous exercez ou pas? Alors, ce qui me fait vibrer, j'ai donné déjà des éléments de réponse. C'est déjà, avec certitude, le fait d'avoir une vie extrêmement palpitante. Hein, je le dis, je galvaude pas les mots, hein, je fais pas des trucs, j'en rajoute pas, mais on arrive le matin, on ne sait pas comment va se passer la journée. On y prend goût à ça, hein. Franchement, il n'y a pas beaucoup de métiers qui offrent ça dans la vie, hein. Surtout dans l'administration, c'est pas souvent le cas. La deuxième chose, c'est qu'on est quand même confronté, c'est beaucoup dans la relation humaine. Alors on l'a sous les deux angles. Dans les enquêtes, j'évoquais tout à l'heure les affaires d'homicide, mais on est en immersion complète avec la société, quoi. Et évidemment, je répondrai à la deuxième question après, par le côté un peu noir, hein, des choses, évidemment. Mais on l'a également, cette relation, cette dimension des relations humaines, on l'a en interne. Et on travaille en équipe. La police, quel que soit le métier, que ce soit le renseignement, que ce soit la PJ, que ce soit la sécurité publique, c'est du travail d'équipe. C'est un travail collectif. On n'est jamais seul. Voilà. Et ça, franchement, moi ça me plaît, ça. Et plus j'en fais, plus ça m'a plu. Voilà. Et évidemment, en plus, on gère des effectifs, on gère des carrières, on gère des problèmes humains aussi. On s'en occupe, on les prend en compte. Quand je dis on les gère, ça veut dire tout ça, quoi. C'est de l'accompagnement, c'est de l'écoute. Ça prend du temps, ça aussi, sur la journée. Voilà. Et donc c'est très très intéressant de ce point de vue-là. Alors après, l'humanité, non, moi ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, on n'est pas sur un nuage, enfin je veux dire, on n'est pas fleur bleue dans ce métier, hein, c'est clair. En tout cas, après 40 ans pour le judiciaire, je le dis comme ça, je ne dirais pas que tout le monde a une part de criminel en soi, ce serait aberrant de dire un truc pareil, mais c'est vrai qu'on voit quand même une côté de la société qui n'est pas très très beau, quoi, il faut le dire, mais qui existe. Alors forcément, quand on va discuter avec des amis qui ne sont pas du tout dans la partie, et on va lui dire, fais gaffe à ton gosse, surveille ça, tout. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, si je te le dis, c'est que ça peut arriver. Voilà, c'est tout. Voilà ce que je peux vous dire. Ça ne veut pas dire que ça se passe à chaque fois comme ça, heureusement d'ailleurs. Mais on est forcément un peu plus méfiant. Voilà. Il y a une déformation professionnelle, c'est quand même la méfiance. Voilà. Instinctivement, au bout d'un moment, bon, quand on ne connaît pas quelqu'un, on apprend à jauger assez rapidement, puis quand on ne connaît pas quelqu'un, voilà. Je vous ai ramené de la doc, là je vois qu'il y en a qui s'en vont, là, mais s'ils veulent les récupérer, je vous ai ramené des bouquins, si vous voulez en prendre, avec une présentation de la police judiciaire, et puis je vous ai ramené aussi un bouquin liaison quand on a déménagé, c'est pour vous tout ça, hein, je vous l'ai ramené, je pense que ça pourrait vous intéresser, et puis n'hésitez pas, récupérez-le, puis je vous ai ramené des articles du Figaro qui est sorti il n'y a pas très longtemps, du Figaro Magazine, pour les 5 ans du déménagement de la police judiciaire parisienne, il nous a fait 3-4 pages. Je vous ai fait des photocopies, j'en ai tiré une 50aine d'exemplaires, donc c'est pour vous tout ça. Hein, repartez avec avant de partir, parce que c'est sympa à lire, quoi. Après, vous ne ferez pas votre chevet, mais enfin bon, Bon voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est la variété des milieux dans lesquels on est amené à travailler par les enquêtes qui nous y conduisent. Voilà, c'est ça. Et puis il faut avoir l'esprit curieux. Voilà, si je devais résumer, c'est ça qui me plaît. Voilà. Alors ça me fend le cœur de devoir dire ça, mais c'est malheureusement l'heure de la fin. Moi je prends une dernière question. C'est la question de la fin, donc celui qui veut la poser, il y a la pression. Mais... The last one. Bonsoir, monsieur Saint. Ouais.
Bonsoir. Alors, votre parcours m'intéresse particulièrement pour ma question, puisque vous avez traversé toute la métropole. Vous avez exercé à Marseille, à Lille. Et je pense notamment au quartier nord de Marseille, au quartier sud de Lille, notamment à Arras, Douai. Et je pense aussi travailler sur Paris, la petite couronne. Je pense au 93, où je suis originaire, et notamment le district 2. Puisque c'est là où on a le plus le phénomène de ghettoisation aujourd'hui, ce qui pose des gros problèmes au niveau de l'enquête, et notamment à la PJ, où aujourd'hui on se retrouve avec des CSP qui ont des THV à minima une fois par semaine, et on n'a pas de caméra de surveillance, contrairement à tout le reste de Paris qui est bien doté. On n'a pas de témoignage de la population, puisqu'il y a un vrai phénomène d'omerta. Quels sont vos écueils, quelles sont vos préconisations pour contrecarrer l'omerta pour les enquêtes de la police judiciaire? Vous mettez le doigt dessus. Hein. Ce qui est vrai, c'est pour faire de la police, excusez-moi, il ne faut pas être devin, on ne lit pas dans les boules de cristal, il faut avoir du renseignement. Donc déjà, c'est une première piste. Un deuxième aspect, c'est d'avoir des moyens techniques. Et vous parlez de la vidéo, qui est d'une grande utilité pour nous. Hein. On travaille beaucoup avec de la vidéo. Sauf qu'effectivement, certaines zones sont beaucoup moins couvertes que d'autres, et vous l'évoquez. Donc déjà, pour la petite histoire, il faut savoir qu'avec les JO, qui évidemment intéresse le 93 aussi, bien sûr. Il y a un grand programme, des gros budgets qui sont développés. Donc la vidéo protection va se développer dans le 93 d'ici maintenant au JO. Donc ça va rester après, quoi. Donc ça va nous aider. Mais on a aussi des endroits où c'est difficile de mettre des caméras, hein, parce que déjà, personne, soit elles sont sur des mâts et les mecs les tronçonner, soit couper les câbles. Et donc c'est des enjeux de territoire. Donc on est obligé évidemment de revenir à des méthodes qui quelquefois sont beaucoup plus classiques, mais c'est très compliqué sur des territoires hostiles. Donc je ne vais pas vous la faire à l'envers. De toute façon, c'est compliqué de pénétrer ces systèmes-là. Donc évidemment, on utilise d'autres moyens, on essaye d'avoir des informations, on essaie de travailler sur de la téléphonie, on travaille de plus en plus par Internet. On arrive à pénétrer des systèmes de messagerie. Une fois qu'on arrive là-dedans, finalement, au fond, on n'a pas forcément besoin d'être sur le terrain pour voir les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur les grossistes et sur les revendeurs d'un certain niveau. Bon, pas forcément sur le dealer du coin de la rue, même si c'est celui qui va polluer le quartier. Donc là, on se partage le travail avec la sécurité publique. Le niveau hall d'immeuble, voie publique, c'est pour eux. Et donc, on recense tous ces points de deal, on fait un gros travail de coordination. Et ensuite, on se partage les investigations sur les objectifs. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, ça génère des homicides, des tentatives d'homicide, des règlements de compte, et que surtout, dès l'instant qu'on a, et c'est le plus souvent comme ça, mis hors d'état de nuire une équipe, une autre va essayer de prendre le relais sur le même territoire qui est assez rentable, et donc va commettre des homicides pour pouvoir se réinstaller. Bon, c'est la loi du genre, j'ai envie de dire, mais pour autant, ça ne nous démotive pas. Mais effectivement, moi je ne vois pas immédiatement de réponse d'issue favorable dans les années là, qui viennent par rapport à tous ces trafics de stupes qui gangrènent et qui génèrent une économie souterraine qui est tellement importante qu'elle suscite des appétits qui sont colossaux, quoi. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement c'est un travail sans fin, mais qui à mon avis est très très important, quoi. Voilà. Monsieur Sainte, mille merci pour votre temps ce soir. Merci à tous d'être venus.